Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Brian. Nous allons aujourd'hui parler des élections présidentielles et des élections législatives pour l'année 2022 en France. Lors du premier tour des présidentielles, nous avons assisté à la constitution de 3 blocs plus 1. C'est-à-dire d'une part les libéraux, avec Emmanuel Macron qui fait des scores dans les villes et les quartiers les plus aisés. D'autre part avec l'extrême droite, Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui eux font des scores dans les milieux dits ruraux et les bassins ouvriers. Et enfin, un bloc avec la France Insoumise, animé par Jean-Luc Mélenchon, qui est plutôt considéré comme une gauche radicale, qui, elle, fait des scores dans les milieux les plus paupérisés, mais aussi dans les Outre-mer. Le deuxième tour, quant à lui, confirme la poussée de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'elle passe de 33,90% à 41,5% en 2022, ce qui est un score qui n'avait jamais été vu pour l'extrême droite depuis la libération en France. Ce scrutin voit aussi la réélection d'un président de la République, ce qui ne s'était pas fait depuis l'instauration du quinquennat sans qu'il n'y ait eu de cohabitation. Cependant, il faut bien garder en tête que cette réélection se fait aussi face au Front National, puisque Emmanuel Macron récolte 58,54% des voix. Cependant, rien n'indique que c'est une adhésion à son programme, mais plutôt un barrage face à l'extrême droite. Sur un second point, dans les Outre-mer, là où Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête dans une grande partie de ces territoires, et avec parfois des scores dépassant les 50%, on constate qu'au deuxième tour, il y a eu un vote plutôt du côté de Marine Le Pen. Alors ce n'est pas un vote d'adhésion, mais plutôt un vote de contestation et une volonté de voter contre le président actuel. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu tout simplement des dossiers très difficiles comme le dossier chlordécone, comme les questions de l'hôpital, comme les questions sur la vaccination, qui n'ont pas trouvé de réponse rapide et qui ont amené les populations à entrer dans une forme de contestation contre la majorité en place. Enfin aussi, on voit une France qui s'est fracturée autour d'une dimension nationale, donc les réformes qui ont été menées pendant le quinquennat, les gilets jaunes le démontrent bien dans leurs actions, puis une dimension internationale, chose qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent, c'est-à-dire les questions touchant la protection de l'environnement et de la biodiversité, les questions touchant la guerre en Ukraine ou encore l'attitude des candidats face à Vladimir Poutine. Ainsi, dans le cas d'une cohabitation, comme le veut l'article 20 de la Constitution de 1958, le Premier ministre conduirait et déterminerait la politique de la nation. Alors, rapidement, pour voir quelle est l'importance du nombre de députés, il faut savoir qu'avec 15 députés, il est possible d'avoir un groupe politique à l'Assemblée nationale pour un parti, ce qui est très important en termes de représentation au sein de l'hémicycle, aussi bien qu'en commission. Puis vous avez 58 députés qui peuvent, eux, déposer une motion de censure. Donc si vous avez au moins 58 députés, il est possible pour vous de déposer une motion de censure sur un projet de loi ou une proposition de loi. Avec 105 députés, il est possible aussi de demander l'organisation d'un référendum, ce qui n'est pas négligeable. On a beaucoup parlé de référendum lors de ces élections. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, avec 289 députés, avoir la majorité, donc gouverner. Une des particularités de cette élection est que, à l'heure où je vous parle, les partis de gauche essaient en ce moment de discuter pour pouvoir partir ensemble aux législatives, c'est-à-dire ne pas avoir de candidats des différents partis de gauche qui seraient placés les uns face aux autres. Il ne faut pas oublier que le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti Communiste n'ont pu faire les scores au-delà de 5% qui auraient pu leur permettre de se faire rembourser leur compte de campagne, donc dans une logique qui serait plutôt de pouvoir continuer à vivre et à survivre au sein de l'échiquier politique. Ils vont discuter avec la France Insoumise et se répartir les 577 circonscriptions, ce qui leur permettrait d'avoir
un groupe à l'Assemblée nationale, d'être représenté, comme je le disais, mais aussi d'avoir des financements pour pouvoir continuer au sein de la vie politique. Alors l'union entre les différents partis de gauche se fera effectivement sur des questions programmatiques, mais de respect aussi des sensibilités de chacun, c'est-à-dire la possibilité pour le PS d'avoir un groupe, pour les Verts d'avoir un groupe, afin de continuer à exister, comme je le disais. Effectivement, les accords vont dépendre du respect et d'un certain nombre de points sur lesquels, par exemple, l'Europe, les questions du nucléaire pour ce qui concerne les communistes face aux énergies renouvelables qui sont plutôt plébiscitées par la France insoumise. Du côté du président de la République, il ne faut pas oublier que lui, ayant été réélu, normalement se sentirait légitime à mettre des candidats, un certain nombre de candidats dans les 577 circonscriptions, puis il pourrait se dire qu'il est majoritaire. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi des partis comme Horizon, le parti d'Édouard Philippe, son ancien Premier ministre, ou le MoDem de François Bayrou, qui a largement participé au gouvernement actuel, qui pourraient se dire que ils ne sont pas respectés dans les accords et veulent être respectés dans les accords, donc avoir aussi un certain nombre de députés pour pouvoir peser au sein de la majorité. Après, comme je le dis toujours, les élections, c'est un peu comme le match de foot. Vous pouvez être sur le papier très fort, mais ce n'est qu'une fois que le coup de sifflet final a été donné qu'on saura les résultats. Donc, on se redonnera rendez-vous le 12 et 19 juin pour voir qui aura remporté la majorité au sein de l'Assemblée nationale.